L'asile de Ridgway, de la chaîne Crips McPasta. Je dirige une entreprise de démolition basée à Fort Rich. 3 camions, 5 gars et un planning tellement serré que l'air ne passe même plus. Je gagne ma vie en acceptant les chantiers que les autres refusent. En général parce qu'il y a trop de paperasse, de la moisissure ou 30 ans d'amiante derrière chaque mur. Peu importe, vous me payez et je démolis vite. C'est ce qui a rendu le chantier de l'asile si tentant. L'hôpital d'État de Ridgway était installé à la lisière de la ville depuis les années 30, fermé en 87, et plus personne ne l'avait touché depuis. Les gamins du coin se lançaient des défis pour y entrer, mais la plupart des gens l'évitaient. Finalement, la ville avait obtenu une subvention pour le raser et transformer le terrain en un parc civique, ou en station de traitement des eaux selon le conseiller municipal à qui on posait la question. En vérité, je m'en foutais. Le contrat avait l'aval de la ville et une prime de 30 000 $ était prévue si on terminait avant la date limite. 30 000 pour un mois de boulot, c'était assez pour payer mon équipe pendant tout l'hiver. J'avais déjà commencé à rogner sur certaines étapes pour être sûr de finir à temps. Lors de la visite préalable à la démolition, j'avais les plans roulés sous un bras et une lampe torche dans l'autre. Paris, le représentant de la ville, marchait devant moi en commentant les zones d'amiante et les murs porteurs. La plupart du bâtiment d'État était une structure typique du début du siècle. Des briques rouges, des poutres en acier et des sols en ardoise. On aurait presque pu sentir l'électrochoc encore imprégné dans les murs. On est descendu au sous-sol par un escalier étroit derrière la chaufferie, et c'est là que j'ai remarqué un truc bizarre. Au fond du couloir, l'endroit où les plans indiquaient une ancienne annexe de stockage, il y avait un mur. Et pas un mur d'origine. Celui-là était plus récent. Les briques étaient mal posées. Le mortier était bâclé. Quelqu'un avait scellé ce couloir, à la main. Les plans indiquent que ça mène aux archives B. Mais on dirait que ça faisait partie de la structure initiale, avais-je dit à Harris en tapotant la feuille. Il n'a même pas ralenti. Cet endroit a été muré dans les années 2000. Pas de dossier d'entrée, aucun rapport d'inspection. Mais la ville ne veut pas qu'on touche à ce mur. Pourquoi ? Si ça fait partie du bâtiment, on est censé le démolir. C'est justement le problème. Il n'est pas sur les plans actuels. Juridiquement, il n'existe pas. Si on demande à le rouvrir, ça déclenche toute une chaîne de procédures. Inspection environnementale, avis de la société historique, peut-être même un recours en urbanisme. On parlerait d'un délai de combien ? À minima, 4 à 6 semaines. Tout le projet est gelé tant que c'est pas réglé. Ta prime, elle s'envole en fumée. On est resté là un moment, tous les deux, à regarder ce mur de briques. Le mortier semblait vieux mais friable. Ça avait vraiment été fait à la va-vite. Pas de pancarte, pas de numéro de permis, juste un couloir étroit que quelqu'un avait voulu effacer. Marque-le comme inaccessible et on passe à autre chose. La ville couvre ses arrières, et tu devrais faire pareil. J'ai hoché la tête et on a continué, et je n'ai pas arrêté de penser à ce mur. Si mes gars le trouvaient en démontant le sous-sol, ils commenceraient à poser des questions. Quelqu'un finirait par le signaler et toute notre chronologie s'écroulerait. J'allais quand même pas perdre ma prime pour une pièce murée qu'un bureaucrate avait oublié de noter sur les plans. Je me suis dit que j'allais m'en occuper discrètement, une fois que l'équipe serait partie, le soir. S'il y avait quoi que ce soit derrière ce mur, je le verrais moi-même. Pas de rapport, pas de retard. Et si c'était rien, c'était d'autant mieux. On a commencé la démolition par le haut. Tôle de toit, carrelage, cloisons, plaques de plâtre, éléments porteurs, tout ce qui n'était pas en pierre a été arraché et balancé en quelques jours. Les étages supérieurs étaient vidés de fond en comble. Mon équipe bossait vite, toujours. Mais quelque chose dans l'hôpital de Ridgway les ralentissait, morceau par morceau. Au début, c'était des détails. Des outils laissés dans une pièce se retrouvaient dans une autre. L'électricité clignotait même avec nos générateurs en marche. Un des gars a juré que son échelle avait bougé toute seule pendant qu'il était dessus. J'ai mis ça sur le compte du stress et de la caféine. Quand on bosse dans l'urgence, on fait moins gaffe. C'est le jeu. L'astuce, c'est d'être assez prudent
pour éviter les accidents. Et puis, il y a eu les bruits. Des pas, des coups, toujours dans les couloirs qu'on avait dégagés. Des échos creux qui ne collaient pas avec nos propres mouvements. Un après-midi, Karl m'a appelé par radio depuis l'aile Est. Il disait avoir entendu quelqu'un chuchoter dans une bouche d'aération. Il jurait avoir entendu son nom. Je suis allé vérifier, le conduit était bouché par 30 ans de poussière et de fientes d'oiseaux. Peu importe ce qu'il avait entendu, ça ne pouvait pas être une voix. Mais le vrai tournant, c'était Manny. C'était un de mes meilleurs gars, ancien militaire, pas du genre à flipper pour rien. Mais ce matin-là, je l'ai trouvé dans le sous-sol, planté devant le couloir muré. Il n'était pas censé être là. Je l'ai appelé 2 fois avant qu'il se retourne. Son visage était livide, ses yeux vitreux, comme s'il sortait d'un cauchemar. J'arrête. Tu peux m'envoyer mon chèque par la poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé devant moi sans dire un mot, a pris ses affaires et est parti du site sans se retourner. Avant de franchir le portail, il a dit une seule chose. Elle veut pas partir. Je n'ai pas demandé qui elle était, et j'aurais dû. Mais on était déjà en retard, et je pouvais pas perdre une journée de plus. J'ai couvert ces heures moi-même espérant qu'il changerait d'avis. Je triais les déchets, je gérais les chargements, je dormais à peine 4 heures par nuit. Et pourtant le couloir scellé restait dans ma tête comme une dent pourrie. J'ai commencé à en rêver, et toujours le même rêve. Une pièce longue, des rangées de chaises tournées vers un mur blanchi à la chaux. Pas de fenêtre, pas de porte, juste moi, debout au fond, en train d'observer une chaise vide. Mais pas vraiment. Je sentais quelque chose assis dessus, juste derrière le voile. 3 jours plus tard, un nouveau représentant de la ville est arrivé. Un jeune, coupe de cheveux impeccable et chaussures bien trop propres pour un chantier. « Alors, ça avance ?» a-t-il demandé en feuilletant mes rapports. « Sans accroc. »« Et pile dans les temps », avait-il ajouté en notant quelque chose. Il n'a pas posé de questions sur le couloir muré. Il ne savait probablement même pas qu'il existait. Et je comptais bien que ça reste comme ça. L'équipe est partie vers 6 heures. Je suis resté sur place prétextant que j'avais des rapports à vérifier. La vérité, c'est que je ne voulais personne autour quand je rouvrirais le couloir. Trop de témoins, trop de questions. Et j'avais déjà un bon rythme avec le nouveau gars de la ville. Je pouvais juste dégager l'espace et l'ajouter dans le rapport, je pourrais dire qu'il correspondait au plan. Gaz coché, 0 retard. J'ai descendu l'acier à béton dans le sous-sol, chaque pas résonnant contre les murs de pierre. La température baissait à mesure que j'avançais, l'humidité stagnait, épaisse et moite. Le couloir m'attendait au bout du passage de service, son mur de parpaing intact depuis la première fois que je l'avais vu. J'ai marqué le mur à la craie, mis mon masque respiratoire et commencé à scier. Ça a pris plus de temps que prévu. Le mortier était épais et de qualité industrielle, grossièrement appliqué mais solidement en place, comme si celui qui avait scellé l'endroit ne voulait surtout pas qu'on le trouve. Mais il y avait 30 000 $ de l'autre côté, et ce mur et ce qu'il cachait se dressaient entre moi et ce bonus. Les blocs ont fini par céder par morceaux. La poussière s'en échappait par bouffées chaudes aux couches chimiques. J'ai brisé la dernière couche à la masse, haletant alors que les pierres s'éparpillaient au sol, et ma lampe torche a percé l'obscurité du couloir. Tout était intact. Aucune trace d'eau, aucun graffiti. L'air sentait vaguement l'antiseptique. Les dalles en lino étaient bien en place, la peinture d'un verre institutionnel passé. Mes bottes laissaient des traces sur le sol sans poussière, ce qui n'avait aucun sens. Tout le reste du bâtiment avait été rongé par le temps. Au bout du couloir se trouvait une unique cellule capitonnée. La porte grinça sous ma main, révélant un espace étroit au mur rembourré tapissé de coussins jaunis. Un vieux chariot hospitalier trônait au centre, équipé de sangles en cuir. Le matelas était mince, creusé en son centre. Un miroir fissuré était fixé de travers au-dessus d'un bureau scellé. Mon reflet dans les éclats de verre me renvoyait un visage brisé en angle tranchant.
Sur le sol, sous la couche, un cercle avait été gravé dans les dalles. Les entailles étaient profondes, nettes. Chaque ligne taillée, avec quelque chose de très affûté. Peut-être du verre, peut-être des ongles. Le dessin ne me disait rien, mais il dégageait quelque chose de dérangé, de déséquilibré. Il semblait tirer sur une corde mentale que je ne savais même pas avoir. Quand je tournais autour, je sentais mon corps s'incliner vers lui comme s'il avait sa propre gravité. Un vertige diffus me ramenait toujours à ces marques étranges. Une chaise métallique rouillée se tenait à côté du lit. Un registre de patient était posé sur l'assise, sa couverture de cuir gondolée par le temps. Je l'ai ouvert avec précaution. Les entrées étaient brèves, cliniques, tapées à la machine. La plupart étaient sans intérêt, des notes alimentaires, des observations de comportement, des niveaux de sédation. Mais la dernière page m'a glacé. Elle était manuscrite. Il y était noté « Ne la retirez pas, ne l'observez pas, ne laissez personne prononcer son nom à voix haute. » Je suis remonté plus tôt dans le carnet. Les premières entrées la désignaient uniquement comme le sujet. Mais dans la marge de la dernière page, profondément gravée dans le cuir, figurait un nom. Et je l'ai revu encore et encore, sur les murs capitonnés près du lit, sur les sangles du matelas, gravés à même la mousse en sillons irréguliers de griffes. Le même nom partout. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'ai lu. Et à cet instant précis, la température a chuté si brutalement que je commençais à voir ma respiration. Le chariot a gémi derrière moi. Je n'étais plus seul. Je suis sorti à reculons de la cellule sans me retourner. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que je sois de retour dans le couloir. Puis à nouveau jusqu'à atteindre les escaliers du sous-sol. J'ai éteint les lumières, verrouillé les portes extérieures derrière moi et je ne me suis pas arrêté avant d'être assis derrière le volant de mon camion. Mes mains tremblaient pendant tout le trajet du retour. Je me suis dit que j'allais laisser tomber. Pour l'instant, trouver une autre façon de terminer le boulot. Le chantier devait avancer, et c'était tout ce qui comptait. Avant l'aube, je suis retourné sur place et j'ai rebouché l'entrée. J'ai traîné les vieilles planches de contreplaqué depuis un tas de débris, les ai vissées solidement sur l'ouverture que j'avais creusée la veille, scellée au cadre en béton. Puis j'ai griffonné au marqueur « Amiante, ne pas retirer ». Plus tard dans la matinée, j'ai dit à l'équipe que j'avais trouvé de l'isolation périmée, qu'il fallait signaler avant de continuer la démolition de cette section. « Les gars, la ville veut pas s'occuper des papiers. Ils nous disent de condamner et d'avancer, donc on avance. » Personne ne m'a remis en question. La plupart ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose d'étrange, donc ils ont cru ce que je leur ai dit. Mais le lendemain, tout a commencé à déraper. Un des excavateurs a heurté une conduite de gaz qui n'aurait jamais dû être là. Puis la pelleteuse, à l'arrêt quelques secondes plus tôt, a brusquement pivoté de côté et a écrasé l'un des anciens piliers porteurs. Personne n'a été blessé, mais ça nous a fait perdre 2 jours. Le soudeur Nate a pris un retour de flamme de son propre chalumeau. Défaillance de l'équipement. Brûlure au second, peut-être au 3e degré. Il n'a pas dit un mot jusqu'à l'ambulance. Il m'a juste regardé, avec les lèvres tremblantes. Manny n'est jamais revenu non plus. Je me suis tu. J'ai dit aux autres que c'était de l'ancien câblage, des valves rouillées, la poisse. Tout chantier de cette taille a son lot de pépins. Je voulais juste qu'il continue à bosser. Cette nuit-là, j'ai visionné les enregistrements de sécurité du chantier. L'un des capteurs de périmètre s'était déclenché pile pendant les pattes d'équipement. Et j'ai remonté les logs. Vers 2h07 du matin, le capteur infrarouge a capté un mouvement. Quelque chose longeait la clôture, lentement, sans jamais s'arrêter. C'est passé sous les projecteurs. Aucune signature thermique et aucune empreinte dans le gravier. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chez moi, j'ai entendu le nom, celui gravé dans le matelas, sur les murs, sur la couverture du registre, murmuré à travers les conduits de chauffage. Ce n'était pas ma voix, pas une voix d'homme, pas une voix humaine. Le 5e accident a tout arrêté. Reggie, un des anciens de l'équipe, a laissé tomber une équerre de soutien depuis un échafaudage au 2e étage.
Il a dit que ses mains s'étaient figées en plein mouvement. Quand je l'ai aidé à s'allonger, j'ai vu que son poignet avait déjà doublé de volume, les os déplacés. Il tremblait. « C'était pas moi. Quelque chose m'a attrapé, je le jure devant Dieu. » Là, c'en était trop. Ils ont plié bagages et ils sont partis avant midi. Et je n'ai pas essayé de les en empêcher. À ce stade, le chantier était presque terminé. L'aile sud était déjà rasée. Le reste des étages supérieurs vidé et remis à nu, conforme aux normes. Il ne restait qu'à abattre la coque du sous-sol et à dégager les débris. 2-3 jours de boulot, tout au plus. C'était tout ce qui me séparait encore de la prime. L'inspection était prévue pour le lundi matin. Je pouvais déjà imaginer le ton suffisant du représentant de la ville quand il m'annoncerait les pénalités en cas de retard. Et il était hors de question que cela arrive. La vérité était simple. J'avais besoin de l'argent. Mon propre camion accusait 3 mois de retard de paiement. Ma femme était partie aider ses sœurs avec notre fille après le dernier licenciement. Si ce contrat tombait à l'eau, j'avais rien d'autre en vue. Alors je suis revenu cette nuit-là, avec des gants, des projecteurs et un pied de biche. Je voulais juste finir ce que j'avais commencé. La barrière en contreplaqué était toujours là, scellée sur le couloir. J'ai retiré les planches une à une et les ai empilées soigneusement contre le mur en me répétant que ce n'était qu'un couloir, comme j'en avais vu des milliers d'autres. J'ai gardé les yeux au sol, avançant lentement, dans l'aile intacte. L'air a changé dès que j'ai franchi le seuil. Plus lourd et sans aucune poussière. Cela sentait encore l'antiseptique, mais aussi quelque chose de plus doux, comme des fruits pourris. Les pleurs ont commencé pendant que j'inspectais les conduites près du panneau de la chaudière. D'abord faible, discret, à tel point que j'ai cru entendre de l'eau dans les murs. Mais ensuite, j'ai entendu le souffle entre les sanglots. Une inspiration rauque et mouillée, une voix de femme brisée, rythmée, qui répétait quelque chose que je ne comprenais pas, une berceuse sans mélodie. Je l'ai suivie. Chaque porte que je croisais était entr'ouverte. Je jetais un coup d'œil à chaque fois, m'attendant à trouver quelqu'un dedans. Mais chaque pièce était vide. Les lits anciens, attachés, fixés au crochet, les armoires scellées. Puis je suis arrivé à la cellule capitonnée, et les pleurs se sont arrêtés. Je me suis figé au milieu du couloir, entouré de portes qui, sans bruit, venaient de se refermer derrière moi. La cellule était juste devant. Je me suis penché vers elle avec précaution, sans faire de bruit. Elle avait l'air identique. Vide, la coupe intacte, les sangles bien repliées. Rien ne semblait avoir changé, mais l'air était plus dense. Il me pressait la peau d'une manière qui faisait rater un battement à mon cœur. J'y suis entré. Le miroir était fendu, une fissure fraîche en étoile, au centre du verre. En dessous, le vieux cercle gravé dans le sol semblait plus effacé que dans mes souvenirs, comme si quelqu'un avait essayé de le faire disparaître. Mais il n'y avait personne. Pas de corps, aucune trace de pas sur le sol sans poussière, aucune origine aux pleurs. Et pourtant je pouvais la sentir. Pas la voir, pas l'entendre, mais la sentir. La pièce n'était plus vide. Quelque chose se tenait là, juste hors de portée de mes sens, derrière le voile de ce que mes yeux pouvaient concevoir. Je suis sorti de la pièce en reculant, un pas après l'autre. Je ne me suis pas retourné et je n'ai rien dit. Les pleurs ne sont pas revenus. Mais le silence, lui, était pire. J'ai évalué ce qu'il restait à faire pour la démolition. Mais en repartant, le couloir semblait différent. Plus long, plus étroit. Les angles avaient changé, comme si le bâtiment s'était tordu dans mon dos. J'ai retrouvé la pièce, mais la porte n'était plus tout à fait la même. Plus large, entr'ouverte, comme si elle m'attendait. Cette fois, le chariot était vide. Les sangles avaient disparu. Le cercle au sol avait été presque complètement effacé.
Maintenant, je pouvais l'entendre, pas à côté de moi, à l'intérieur de l'espace. Elle respirait en même temps que moi, si proche que l'air bougeait quand je me déplaçais. Et c'est là que j'ai compris, soudainement, bêtement, son nom. Il avait été gravé partout pour une raison, pas pour la faire venir, mais pour l'empêcher de sortir. Je me suis souvenu de vieilles histoires, des noms de démons, des rituels de liaison, des exorcismes. On disait que prononcer le nom d'une chose lui faisait perdre son pouvoir. Je me suis placé au bord du cercle et je l'ai murmuré, une fois, puis encore. Le silence s'est retiré des coins de la pièce et elle a répondu, pas par des mots ni des sons, mais par de la pression, une présence. Quelque chose entra dans la pièce, quelque chose qui n'existait pas entièrement auparavant. Le sol gémit sous un poids invisible, les sangles claquèrent et se tendirent toutes seules. Le miroir se reconstitua d'un coup sec. Et pendant une fraction de seconde, mon reflet n'était plus seul. Un deuxième visage était là, derrière le mien, pâle et incomplet. Je me suis rejeté en arrière en haletant. Le silence ne revint pas, en tout cas pas complètement. La pièce ne respirait plus comme avant. Une pression lente s'installait dans mes oreilles puis dans ma poitrine jusqu'à ce que je ne sache plus si j'étais en train d'inspirer ou si quelque chose poussait dans mes poumons de l'intérieur. Un grincement léger résonna derrière moi. Je me suis retourné, le cœur battant, mais l'embrasure était vide, toujours entr'ouverte, toujours ce même courant d'air froid venu du couloir. Mais quelque chose était dans la pièce maintenant, pas invisible, mais pas tout à fait visible non plus, juste présente, comme si j'étais monté sur une scène où quelqu'un m'attendait depuis longtemps et que je venais de dire la réplique. Le lit s'enfonça au milieu, tiré par un poids que je ne voyais pas. Dans le miroir, je la vis à nouveau. Cette fois, elle était plus nette. Pas tout à fait formée, mais grande, avec des yeux creux. Et si proche de moi, je sentais sa chaleur dans mon dos. Mon visage figé, le sien en mouvement, ses lèvres formaient des syllabes muettes. Elle murmurait le nom que je venais de dire. Je suis ressorti lentement en retenant ma respiration. L'air autour du cercle avait changé. Ce n'était plus un avertissement. C'était une faille, une fissure dans le béton qui venait de s'élargir. Je croyais être malin. Je croyais que connaître son nom me donnait un pouvoir. Mais en franchissant le seuil quand la porte se referma doucement derrière moi, j'avais compris. Il n'a jamais été question de pouvoir. Il s'agissait de permission. Je me suis réveillé sur une civière, sanglé, la lumière du jour perçant à travers un ciel chargé. Le ciel était trop clair. Des voix flottaient autour de moi, morcelées, étouffées comme sous l'eau. Il a dû manquer le dernier scan de sortie. Déshydraté, peut-être commotionné. Un ambulancier s'est penché vers moi. Vous avez eu de la chance que quelqu'un ait remarqué votre absence. Si vous étiez resté là-dedans plus longtemps... J'ai cligné des yeux, la gorge sèche. J'ai demandé combien de temps j'étais resté à l'intérieur. L'ambulancier a froncé les sourcils. 3 jours. Ça n'avait aucun sens. Je lui ai dit que ça ne faisait qu'1 heure, 2 tout au plus. Il a échangé un regard avec son collègue et n'a pas répondu. Plus tard dans l'ambulance, quelqu'un m'a expliqué. Ils avaient trouvé le couloir du sous-sol entièrement muré. Les structures s'étaient affaissées derrière moi. Personne ne savait que j'étais là jusqu'à ce que le représentant de la ville voie le site désert, vérifie les logs et réalise que je n'avais jamais badgé ma sortie. Ils avaient tenté de percer le mur au marteau-piqueur, mais tout le couloir s'était effondré sur lui-même. Défaut structurel, ils ont dit. Une anomalie. Je n'ai pas discuté. Je n'en avais pas la force. Ils m'ont gardé en observation pour la nuit. Pas de blessure à part une éraflure superficielle au poignet. Et je ne me souvenais pas de l'avoir eue. Le lendemain soir, ils m'ont relâché. Dans le parking, j'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués. Un nouveau message du représentant de la ville disait « Ne t'en fais pas pour la prime, on a prolongé les délais.
Prends du repos, une nouvelle équipe finira la démolition à nos frais, en guise de compensation. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi. Presque 2 jours. Un sommeil vide, sans rêve. Puis j'ai reçu le mail de mise à jour. Nettoyage terminé, site déclaré sécurisé. Aucun danger structurel ni environnemental. Photo du couloir dégagé et de la cellule en pièces jointes. J'ai ouvert les images. Le couloir apparaissait, long et fissuré, le plafond affaissé par les années. La cellule capitonnée semblait inchangée. Dans un coin, le miroir fendu, les sangles encore vissées au cadre, le cuir sec, recroquevillé. Aucun nom n'était inscrit sur aucun objet. Le cercle de gravure avait presque totalement disparu du sol. Personne n'avait cherché à comprendre. Et pourtant, il ne s'était rien passé. L'équipe de démolition était entrée, avait traversé cet endroit, l'avait rasé et était repartie. Il n'avait vu que des dégâts anciens. Les restes d'un bâtiment en ruine, et il l'avait traité comme tel. Une aile étrange parmi tant d'autres dans un endroit chargé d'un passé sordide. Le chantier suivait son cours. D'après l'email, ils attendraient le nouveau délai. Aucun retard, aucun incident technique, aucune blessure signalée. Rien de comparable à ce qui nous était arrivé, à moi et à mon équipe. Le mail se terminait en annonçant que la prime m'était attribuée et je la recevrais sous peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire court et sec que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Ça n'avait pas été réel. Ça ne pouvait pas l'être. Le stress, le manque de sommeil, la pression. Trop de temps passé dans un bâtiment hanté par les fantômes des autres. Ils y étaient allés, il ne s'était rien passé, et moi j'étais chez moi, en sécurité, payé, et travail terminé. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais ce soir-là, assis à la table de ma cuisine, j'ai rouvert les photos. J'ai fait défiler lentement, et je me suis arrêté sur une. La cellule vue depuis le couloir. J'ai zoomé sur le miroir. Je m'attendais à voir quelque chose. Mon cerveau était passé en surcharge et j'étais parano. Mais non, il n'y avait rien. Et pourtant, la tension montait. J'avais l'impression d'être de retour dans ce couloir. Le poids de la pièce me pressait comme si j'essayais de résoudre un problème sans savoir lequel. J'ai continué à faire défiler les photos, zoomant, analysant chaque pixel, cherchant un indice, une explication. Mais rien ne justifiait ce que je ressentais, cette présence qui revenait. J'ai levé la tête espérant ressentir un soulagement comme lorsqu'on héberge d'un bassin, mais le soulagement ne vint jamais. Et c'est là que j'ai compris pourquoi tout semblait si décalé. La pièce était plus sombre que dans mes souvenirs, plus froide. Un frisson me parcourut la colonne. Il n'y avait personne dans la pièce. Rien ne bougeait, mais le silence avait changé. Il était épais, maintenant. Un silence qui attendait. J'ai refermé l'ordinateur portable et je suis resté là à fixer le mur, longtemps. Peut-être que la nouvelle équipe ne l'a pas trouvée parce qu'elle n'était plus là. Et si elle n'était plus là, peut-être qu'elle était partie avec moi.